Troisième partie. Chapitre 15. Où l'on rencontre la fâcheuse aventure qui arriva à Don Quichotte lors de sa rencontre avec une bande de muletiers. Le sage Sidi Ahmed Benengeli raconte que Don Quichotte prit le congé de ses hôtes et de tous ceux qui avaient assisté à l'enterrement de Chrysostome, puis qu'il enfonça en compagnie de Sancho dans le bois où ils avaient vu disparaître Marcel. Et après avoir cherché la jeune fille en vain pendant plus de 2 heures, ils débouchèrent sur une prairie couverte d'herbes tendres, à traverser par un ruisseau si frais et si paisible que l'heure brûlante de la sieste approchant, ils se sentirent conviés, presque contraints de mettre pied à terre. Laissant l'âne et Rocinante paître à leur guise l'herbe abondante, ils vidèrent le bissac et sans plus de cérémonie, maître et valet mangèrent ensemble ce qu'il contenait. Sancho ne s'était pas donné la peine d'entraver Rocinante, car il le savait placide et si peu ardent que toutes les juments de la plaine de Cordoue n'auraient pas suffi à le débaucher. Mais le sort, ou le diable qui ne dort que d'un œil, voulut que les muletiers choisissent le même endroit que Don Quichotte pour y faire un somme et donner herbe et eau à leurs troupeaux. Tout à coup, il vit Rocinante le désir de folâtrer avec ses dames mules. Aussitôt qu'il les eut reniflées, délaissant son allure ordinaire et sans demander la permission à son maître, il partit d'un petit trot fringant leur communiquer son besoin. Mais elle avait, semble-t-il, plus envie de paître que d'autre chose, et elles le reçurent à coups de fer et de dents, si bien que très vite les sangles de Rocinante cassèrent et qu'il se retrouva sans selle, tout nu. Pis encore, voyant qu'ils voulaient abuser de leur bête, les muletiers accoururent armés d'épieux et lui donnèrent une telle correction qu'ils l'étendirent par terre. Mais déjà, Don Quichotte et Sancho, qui avaient vu la raclée administrée à Rocinante, arrivaient hors d'haleine. Sancho, dit Don Quichotte, à ce que je vois, ces gens-là ne sont pas des chevaliers, mais de vulgaires coquins. Aussi veux-tu m'aider cette fois à venger l'affront que sous nos yeux ils ont infligé à mon cheval. Vous venger de ces gens-là, quand ils sont plus de 20 et nous ne sommes que 2, et encore, je devrais plutôt dire 1,5, pas question. J'en vaux 100 à moi seul, répliqua Don Quichotte. Et sans plus de discours, il dégaina son épée et fonça sur les muletiers, suivi de Sancho, emporté par l'exemple de son maître. Dans son élan, Don Quichotte atteignit l'un des muletiers, et d'un coup de lame fendit la peau de bête dont il était vêtu, et aussi une bonne partie du dos. Les autres, enhardis par leur nombre, attrapèrent leurs bâtons, les encerclèrent et firent pleuvoir sur eux une volée de coups. À dire vrai, au deuxième, Sancho était déjà par terre, où Don Quichotte, malgré son adresse et son allant, le rejoignit bientôt. Le sort voulut qu'il tombât aux pieds de Rocinante, qui ne s'était toujours pas relevé. Cela prouve la violence d'un coup d'épieu donné par des rustres en colère. S'étant ainsi dédommagés, les muletiers chargèrent leurs bêtes aussi vite qu'ils purent et reprirent la route, laissant nos 2 faux aventuriers en bien mauvais état et d'encore plus mauvaise humeur. Sancho Panza revint à lui le premier, et couché près de son maître, il l'appela d'une voix mourante. « Monsieur Don Quichotte! Ah, monsieur Don Quichotte !»« Que veux-tu, Sancho ?» répondit Don Quichotte sur le même ton dolent et plaintif. « Que vous me teniez à boire une petite gorgée de la potion de fier-à-bras, si vous en avez sur vous. Peut-être qu'elle est aussi bonne pour les os brisés que pour les blessures. Si seulement je l'avais, pauvre de moi. Mais nous n'en serions pas là. Mais je te donne la parole de chevalier rond, car en 2 jours, si le sort n'en a pas décidé autrement, elle sera en ma possession, et je ne suis plus moi rien. Et dans combien de jours pensez-vous que nous pourrons remuer les pieds pour
Pour ma part, je ne saurais t'en donner le compte exact, mais c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû me battre contre des hommes qui n'ont pas été armés chevaliers. Et sans doute le dieu de la guerre me-t-il puni pour avoir enfreint les lois de chevalerie. Aussi, Sancho Panza, écoute bien ce que je vais te dire, car notre santé à tous deux en dépend. Chaque fois que pareil canaille nous fera un affront, n'attends pas que je lève contre mon épée, brandis la tienne et châtie à plaisir. Mais si les chevaliers venaient alors porter secours, je saurais te défendre et les pourfendre, avec ce bras que tu as vu tant de fois donner la preuve de son courage. C'est sa victoire sur Biscayen qui rendait le pauvre homme si fier, mais Sancho ne l'entendait pas de cette oreille. Moi, monsieur, je suis un homme doux, pacifique, conciliant, et j'ai appris à ne pas répondre aux insultes, parce que j'ai une femme et des enfants à nourrir. Aussi, permettez-moi à mon tour de vous faire observer, puisque je peux ordonner qu'en aucun cas je ne porterai la main à mon épée, ni contre un paysan, ni contre un chevalier. Dès aujourd'hui, et jusqu'à ma mort, je pardonne toute enfance que ma fête me fait ou me fera grand ou petit, riche ou pauvre, noble ou amant, sans exception. Moi, monsieur, je suis un... Voilà. Si cette douleur que j'ai au côté me laissait quelques répits, je te ferai comprendre, Sancho, l'erreur où tu te trouves. Écoute donc, malheureux, si le vent de la fortune, qui jusqu'à présent nous a été contraire, tourne en notre faveur et confond la voile de notre espérance, nous fait aborder à l'un des archipels que je t'ai promis, quel adviendra-t-il de toi? Si aussitôt conquis, je t'en donne le gouvernement, devras-tu t'y renoncer parce que tu n'es pas chevalier et ne veux pas l'être, et que tu n'as ni le courage ni le désir de te venger des offenses ou de défendre ton bien? Sache que dans tout royaume ou province nouvellement conquis, les esprits ne sont jamais totalement apaisés, ni les indigènes suffisamment acquis à leur nouveau seigneur, que celui-ci n'est à craindre qu'il tente de changer le cours des choses. Il faut que ce seigneur ait de la sagesse pour gouverner et du courage pour se défendre. Alors qu'il est, j'aimerais bien avoir cette sagesse et ce courage dont vous parlez, mais je vous jure, foi de pauvres paysans, et que j'ai plus besoin d'en plate que de beaux discours. Tâchez de vous lever, monsieur. Ensuite, nous aiderons Rocinante, qui ne le mérite pas, car c'est lui le principal responsable de cette frottée. Je n'aurais jamais cru qu'il nous jouerait un tour pareil. Je le prenais pour une personne aussi chaste et paisible que moi. Enfin, on a raison de dire qu'il faut du temps pour bien connaître les gens, et qu'il n'y a rien d'acquis sur cette terre. Qui aurait pensé qu'après ces grands coups d'épée que vous avez assenés l'autre jour à ce malheureux chevalier errant, une tempête de coups de bâton allait pleuvoir si vite sur nos épaules. Les tiennes, Sancho, sont faites de pareilles averses, tandis que les miennes, habituées aux plus fines toiles de Hollande, s'en ressentent encore davantage. Si je ne pensais pas, que dis-je, si je ne savais avec certitude que tous ces désagréments n'ont aucun rapport avec l'exercice des armes, je me laisserais mourir de rage ici même. Monsieur, si tout ce qu'on récolte dans la chevalerie, c'est ce genre d'ennui, dites-moi s'ils sont très fréquents ou s'ils ne sont que passagers, parce que j'ai l'impression qu'après en avoir récolté un ou deux, nous ne serons plus très brillants pour le troisième, à moins que Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne nous vienne en aide. Apprends sans chose que les chevaliers errants s'exposent à toutes sortes de périls et d'infortunes, mais qu'ils peuvent aussi bien devenir rois et empereurs, comme l'expérience l'a prouvé, car je connais leur histoire, et je pourrais même te citer, si la douleur ne m'en empêchait, tous ceux qui par la seule force de leurs bras grimpaient au fait des honneurs, et qui pourtant ont subi, avant comme après, d'innombrables revers. Le valeureux Amandis de Gaulle, par exemple, tomba au pouvoir de l'enchanteur Arcalus, son mortel ennemi, et l'on assure
que celui-ci, après avoir attaché le prisonnier à une colonne de son château, fit un fouet des rênes de son cheval et lui en donna plus de 200 coups. Un auteur anonyme mais digne de foi raconte encore que le chevalier de Phébus tomba dans une trappe qui s'était ouverte sous ses pas, dans un château inconnu, et qu'il se retrouva attaché par les pieds et les mains dans un profond cachot où on lui administra un lavement de neige fondue et de sable qui le mit à 2 doigts de la mort. Et si un enchanteur de ses amis n'était pas venu à son secours, le pauvre n'y aurait pas survécu. Aussi, puis-je bien accompagner ces vaillants chevaliers dans leurs épreuves, quoiqu'il ait subi des affronts beaucoup plus graves que celui qui nous est infligé aujourd'hui. Sache d'autre part que les blessures faites par un instrument que l'on a dans la main par hasard ne causent aucun déshonneur. Il est écrit expressément dans les règles du duel que si un savetier frappe quelqu'un avec la forme qu'il tient à la main, bien qu'elle soit en bois, on ne pourra pas dire que l'autre a reçu la bastonnade. Ne crois donc pas que par le simple fait d'avoir été moulus, nous avons été offensés. Les armes avec lesquelles ces hommes nous ont roué le cou n'étaient que leurs écus, et autant que je me souvienne, aucun d'eux ne portait ni dague, ni épée, ni poignard. Ils ne m'ont pas laissé le temps d'y regarder de si près. J'avais à peine tiré ma flamberge qu'ils me sont tombés dessus, tous ensemble, avec leurs bâtons. Et ils ont été si forts que mes yeux n'y voyaient plus, que mes jambes ne me portaient plus, et que je ne me suis retrouvé par terre, là où vous me trouvez. Ce qui me tracasse, ce n'est pas tant de savoir si les coups d'épieu étaient ou non en affront. C'est la douleur qui me reste gravée dans la mémoire, autant que sur mon dos. Je comprends, Sancho, mais dis-toi bien qu'il n'y a point de souvenir que le temps n'efface, ni de douleur dont la mort ne vienne à bout. Et qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un malheur dont seul le temps peut venir à bout et que seule la mort peut effacer? Si les nôtres étaient à ceux qui s'en vont, avec quelques sans-plâtres, pas encore, mais je crains que tous les cataplasmes d'un hôpital ne suffisent pas cette fois. Un aromètre d'aplomb. Allons, Sancho, fais un effort, mais je le fais moi-même. Comme je le fais moi-même, et voyons plutôt comment se porte Rancinante. Cette pauvre bête me paraît avoir eu sa part dans cette mésaventure. C'est bien normal. Lui aussi est membre de la chevalerie errante. Mais ce qui m'étonne, c'est que mon baudet s'en soit si bien tiré, alors qu'il ne nous reste plus une côte intacte. La fortune ne ferme pas toutes les portes à la fois. Ainsi, cette brave bête pourra remplacer Rocinante et me conduire dans quelque château où je pourrais faire penser, et je ne verrai aucun déshonneur à utiliser pareille monture, car j'ai souvenir d'avoir lu que ce bon vieux Silène, le père nourricier du dieu de la joie, fit son entrée dans Thèbes, la ville où s'emporte, fièrement monté sur un bel âne. C'est possible qu'il y ait été à son aise, puisque vous le dites, mais il y a grande différence entre aller à califourchon sur un âne et jeter en travers comme un sac d'ordures. Toute blessure reçue au combat procure de l'honneur au lieu d'en ôter. Et toi, au lieu de me répliquer, essaie donc de te lever et mets-moi sur ton âne de la manière que tu voudras. Il faut partir d'ici avant que la nuit ne nous surprenne dans ce lieu désert. Je croyais avoir entendu dire, monsieur, que les chevaliers errants dormaient presque toute l'année dans des endroits aussi peu accueillants que celui-ci, et qu'ils trouvaient ça très agréable. Oui, quand ils ne peuvent faire autrement, et lorsqu'ils sont amoureux. Et cela est si vrai qu'on a vu des chevaliers passer 2 années entières sur un rocher, exposés à la chaleur, au froid, aux intempéries, sans même que la dame de leur pensée ait eu connaissance. Amadis fut l'un d'eux,
du temps où il se faisait appeler Beau-Ténébreux. Il s'installa dans l'îlot de la Roche-Pauvre et y passa 8 ans ou 8 mois. Je ne suis pas très sûr du compte. Toujours est-il qu'il y purgea les dédains que sa dame, Oriane, lui avait manifestés pour je ne sais quelle raison. Mais laissons cela et fais ce que je t'ai dit, avant qu'il n'arrive à ton âne les mêmes ennuis qu'à Rocinante. Ce serait bien le diable, s'écria Sancho. Et après avoir poussé au moins 30 gémissements et 60 soupirs, et lancé par de 120 jurons et blasphèmes à l'adresse de celui qui l'avait entraîné là, il essaya de se lever, mais dut s'arrêter à mi-chemin, courbé en deux comme un arc, sans parvenir à se redresser. Dans cette posture fort incommode, il alla chercher son âne, qui, profitant de l'occasion, s'était donné un peu de liberté, et lui mit le bas. Ensuite, il vint relever Rocinante, qui, s'il avait eu une langue pour se plaindre, n'aurait rien eu à envier à Sancho et à son maître. Enfin, Sancho installa Don Quichotte sur l'âne, attacha Rocinante à la queue de son baudet, qu'il prit par le licol et se dirigea du côté où, selon lui, devait passer la grande route. Et comme la chance se montrait particulièrement favorable à son égard, il n'avait pas fait une lieue qu'il se trouva sur le bon chemin. Il découvrit bientôt une auberge que Don Quichotte décréta être un château. Sancho soutenait que c'était une auberge. Son maître répétait qu'il se trompait, que c'était un château. La discussion durait encore lorsqu'ils arrivèrent devant le portail, sous lequel Sancho s'engouffra avec toute sa troupe, sans se poser plus de questions. Fin du chapitre 15.